Mais quand on voit l'enregistrement, on comprend vite une chose, ce n'était pas une erreur et ce n'était pas humain. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent, mais je pense que je devrais le partager. J'ai longtemps chassé régulièrement un peu partout en Scandinavie, et cette histoire se passe dans le nord de la Suède. J'avais pour habitude d'utiliser une caméra à gibier, que je plaçais dans des zones reculées de la forêt pour vérifier, le lendemain, s'il y avait eu de l'activité animale dans les environs. Ce soir-là, j'avais installé la caméra non loin de notre campement. Mon ami et moi dormions sous tente, à la lisière d'un bois dense. Le lendemain matin, alors que je passais en avance rapide les 12 heures de film enregistrés pendant la nuit, j'ai remarqué quelque chose de vraiment étrange, qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Vers 4 heures du matin, la silhouette d'un humain émerge lentement des bois. Sa posture était étrange, ses mouvements lents et mal coordonnés, mais c'était clairement un être humain. Je l'ai vu s'approcher lentement de notre tente, puis tourner autour, comme s'il nous observait, ou attendait quelque chose. La caméra a capté ses mouvements pendant près d'une demi-heure, avant qu'il ne disparaisse de nouveau entre les arbres, sans laisser de traces. Ce qui me hante, ce n'est pas seulement l'intrusion. Ce matin-là, après avoir regardé la vidéo, nous avons remarqué que l'une des sardines de la tente avait été arrachée. Ce n'est pas tout, des empreintes de pas étaient visibles dans la boue, à une dizaine de mètres derrière le camp. Des pas d'adultes, pieds nus, en pleine forêt suédoise, à moins 2 degrés Celsius. Mon ami a voulu plier le camp immédiatement, mais une partie de moi voulait comprendre. Alors nous sommes restés une nuit de plus. Cette fois, j'ai installé 2 caméras, une pointée vers la tente, et l'autre vers la forêt, avec une vision nocturne renforcée. Cette nuit-là, à nouveau vers 4 heures, la silhouette est revenue. Mais cette fois, elle ne s'est pas approchée. Elle est restée à distance, presque figée, comme si elle regardait directement l'objectif de la caméra. Elle est restée ainsi pendant 20 longues minutes, avant de reculer dans l'ombre. Le lendemain, il n'y avait plus aucune trace. Et depuis, plus rien. Mais je ne chasse plus là-bas. Je ne suis même jamais retourné en Suède. Technicien en vidéosurveillance, j'installais des systèmes complets, enregistreurs DVR et caméras. Il y a 8 ans, on a équipé un tout nouveau restaurant Subway, couverture complète, en salle et en cuisine, avec 16 caméras. Quelques semaines après l'ouverture, le propriétaire nous appelle pour qu'on vienne extraire une séquence vidéo pour lui. On laisse toujours des instructions simples pour le faire soi-même, mais bon, personne ne les lit jamais. Une nuit, il reçoit un appel hystérique de son équipe qui est en train de fermer le restaurant. Ils sont 3, 2 hommes, une femme, ils ont tous fui le magasin et refusent catégoriquement d'y remettre les pieds. Le restaurant est resté ouvert, sans surveillance, lumières allumées. Il a dû y aller lui-même pour tout fermer. Les employés racontent qu'en fermant, comme d'habitude, une sorte de fantôme est apparu en traversant le mur du fond, a traversé la cuisine, puis le comptoir, avant de se mettre à déambuler entre les chaises et les tables en salle. Tous les 3 l'ont vu, ont paniqué, et ont pris la fuite en laissant tout ouvert. Je suis allé sur place le lendemain pour visionner les enregistrements, et tout y est. Une silhouette blanche et brumeuse, vaguement masculine je dirais, sort du mur, traverse les objets solides, puis se promène entre les tables. On voit clairement les employés paniquer et s'enfuir. La chose continue d'errer pendant 2 bonnes minutes, puis bondit sur un mur et se met à courir dessus en direction d'une des caméras. Elle fonce droit dedans et la heurte si violemment qu'on voit la caméra bouger, puis elle disparaît. Nous étions 3 dans le bureau à regarder les images, bouche bée. On s'est juste regardé en silence pendant plusieurs minutes. C'est la chose la plus flippante que j'ai jamais vue. J'ai gravé la vidéo sur des CD, le système tournait sous Linux à l'époque, et ne prenait pas en charge les DVD, et je les ai laissés au propriétaire. Je n'ai jamais pu expliquer ce qu'on a vu ce jour-là. Et avant que tu demandes, je suis un athée convaincu, sceptique, je ne crois pas aux fantômes ou au surnaturel, mais je n'arrive pas à expliquer ça. C'était une sorte d'entité, vue de nos propres yeux par 3 personnes, avec une présence physique suffisante pour faire bouger une caméra en la percutant.
J'ai quitté cette entreprise depuis longtemps et je ne sais pas ce qu'est devenu cet enregistrement, j'ai cherché sur YouTube, il n'y est pas. Ce truc me hante encore aujourd'hui. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai décidé de chercher un travail de nuit. Une clinique du sommeil cherchait un agent de sécurité. J'ai postulé, on m'a proposé le poste, j'ai accepté immédiatement, rempli quelques formulaires, et ce fut réglé. C'était l'idéal, puisque j'étais voué à rester éveillé, autant en tirer un revenu. Je me suis vite adapté. Le travail n'avait rien de compliqué, il me suffisait de faire le tour des couloirs moquettés toutes les heures, de vérifier que les portes étaient bien verrouillées, et de profiter du café gratuit autant que je le voulais. 2 infirmières étaient présentes en cas d'urgence, mais elles passaient la plupart de leur temps à dormir, si bien que je les croisais rarement. Je n'avais quasiment aucun contact avec les patients. Il y en avait une quinzaine, parfois 20. Certains restaient plusieurs jours, d'autres ne faisaient que passer. Je ne les voyais que pendant leur sommeil, ce qui était étrange. Dépossédés de tout contexte, ils devenaient de simples corps anonymes. Ils auraient pu être riches ou sans abri, impossible de le savoir. Dans la salle du personnel, les restes de café froid et des magazines écornés s'amoncelaient autour d'un mur d'écran de vidéosurveillance qui diffusait les images des chambres. J'y passais le plus clair de mon temps, à observer les patients dormir paisiblement. Les voir ainsi, immobiles, rêvant sans bruit, me procurait un curieux sentiment de paix. Je devenais leur gardien silencieux, seul témoin de leur sommeil vulnérable. Parfois, je croisais des somnambules. La clinique avait une règle, tant qu'ils ne couraient aucun danger, il fallait les laisser tranquilles. Les fenêtres étaient verrouillées, les portes sécurisées, rien à craindre. Je tombais régulièrement sur ces silhouettes égarées dans les couloirs, murmurant des phrases sans sens, mimant des gestes venus d'un monde inaccessible. Une nuit, alors que j'arpentais l'un des couloirs, bercé par les ronflements rythmés qui résonnaient comme des vagues, je tombais sur un de ces marcheurs nocturnes. Un homme d'âge moyen, au visage congestionné, vêtu d'un pyjama bleu pâle et d'une robe de chambre rose entr'ouverte. Il semblait totalement déconnecté du monde. Mais à mesure que je m'approchais, il s'immobilisa brusquement et se tourna vers le mur, le nez presque collé contre les briques pastel. Lors de mon passage à côté de lui, une voix sèche et lointaine s'éleva. Elle affirma que j'allais faire quelque chose de terrible. Surpris, je m'arrêtai, scrutant le dos de son crâne dégarni. La voix répéta son avertissement. Il semblait me parler directement, ce qui était extrêmement rare chez les somnambules. Ils étaient d'ordinaire enfermés dans leur monde intérieur, insensibles à la présence des autres. Intrigué, j'essayais de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais le ton de la voix devint plus accusateur. Elle insinuait que j'étais ici pour de mauvaises raisons. Que ma présence dans cette clinique n'avait rien de logique, qu'elle ne tenait pas debout. Qu'un simple inconnu ne pouvait pas intégrer aussi facilement un centre médical. Un frisson me parcourut. Il n'aurait pas dû savoir cela. Puis la voix me laissa entendre que rien n'était cohérent ici, et que je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce que cela impliquait. Je restais figé, désorienté. La musique d'ambiance continuait à couler comme une mélodie en boucle, presque moqueuse. Je m'éloignais, perturbé, la paume moite. Ce somnambule avait été différent. Trop conscient. Trop précis. Une forme d'agression insidieuse dans ses paroles. De retour dans la salle du personnel, je découvris une des infirmières installée à la table, une tasse de café encore fumante devant elle. Elle me tournait le dos. J'essayais de faire une remarque banale, mais à ce moment-là, la même voix que celle de l'homme retentit à nouveau. Elle évoquait l'idée que l'on ne peut pas fuir éternellement, que tôt ou tard, il faut faire face à la réalité, et que retarder ce moment ne ferait qu'empirer les choses. Cette voix, exactement la même, résonnait dans la pièce comme si elle provenait de partout à la fois. Un frisson électrique me parcourut. Je me précipitai pour voir le visage de l'infirmière. Ses yeux étaient clos. Elle dormait profondément, comme si elle n'avait rien dit. Derrière moi, les écrans de vidéosurveillance s'animèrent brusquement dans un grésillement violent. Chaque moniteur diffusait maintenant une image en noir et blanc,
instables, surexposés. Des scènes en vue subjective se succédaient, montrant des déplacements erratiques dans des lieux indistincts, couloirs, rues urbaines. Puis l'agitation devint frénétique. Les écrans affichaient des scènes de panique, des gens courant, le visage tordu par la terreur, certains criant sans bruit vers la caméra. Une main apparaissait parfois dans le champ, celle du caméraman, ou plutôt du tueur. Dans chaque main, un couteau. Le carnage était insoutenable. Lame après lame, le sang jaillissait, noir, épais. Victime après victime. Et malgré la qualité médiocre des images, chaque scène semblait atrocement réelle. Je ressentais chaque coup dans mon propre corps. Sur un des écrans, une scène attira mon attention. Un vestibule miteux, des taches de sang. La caméra passait devant une porte avec un petit vitrail. Un reflet fugitif s'y dessina. La caméra s'arrêta, zoom sur l'image. C'était un visage. Mon visage. Sur un autre écran, une voiture stationnée reflétait à son tour la scène. Le même visage. Toujours le même. Bientôt, tous les écrans montraient cette figure, captée dans une flaque, un carreau, une surface brillante. Toujours le même reflet. Le mien. Et quand je compris cela, tous les écrans s'éteignirent brusquement. Le silence revint, bercé par la musique de fond. Tout semblait s'effondrer. La clinique, ce cocon protecteur, devenait un décor de carton-pâte. Le sol sous mes pieds me paraissait irréel, aussi intangible que les rêves des patients que je croyais surveiller. Je n'avais jamais été aussi perdu, aussi désorienté. L'aube approchait. La fin de mon service aussi. Il faudrait sortir, retourner dehors. Vers le monde. Comme en état second, je me rendis au coin cuisine de la salle du personnel. J'ouvris un tiroir, y trouvai un grand couteau de cuisine, brillant, presque neuf. Il était froid, rassurant, réel. Il coupa la brume qui m'entourait. Je le glissai dans ma poche. Et sans réfléchir, je quittai la pièce, sous la lumière pâle du matin. Je suis de retour maintenant. Dans la clinique. Je ne crois pas que je partirai un jour. Je ne dors toujours pas. Mais cela me convient. J'ai l'impression que des cauchemars bien plus sombres m'attendent de l'autre côté du sommeil. Ici, c'est mieux. Plus sûr. Je continue de déambuler dans les couloirs moelleux, des heures durant, bercé par la musique sans fin qui ressemble à un ruisseau sans source. Je veille sur les dormeurs, les protège de leurs rêves. La voix revient parfois, mais elle est plus facile à ignorer maintenant. Car je sais ce qui est réel. Et ce qui ne l'est pas. Et à chaque heure qui passe, c'est un peu plus facile. Je travaille dans une station-service en pleine campagne, en Pennsylvanie. C'est un boulot ennuyeux, mais plutôt facile et pas trop mal payé. Il y a quelques semaines, un nouveau gars a été embauché, je vais l'appeler Jérémy. Jérémy est bizarre. Il doit avoir 25 ou 26 ans, il parle très peu, mais il a le rire le plus flippant que j'ai jamais entendu. Mon patron et moi l'avons tous les deux remarqué, mais comme ça ne posait pas de problème en soi, on n'a rien pu faire. Aucun client ne s'est jamais plaint de lui, et jusque-là il faisait bien son travail. Jusqu'à il y a environ 2 semaines, c'est là que les choses ont commencé à disparaître. Le vol en entreprise, c'est un classique, surtout dans les commerces. Et comme on est seul pendant les shifts, la station est toute petite, c'est vite repérable. Mon patron a d'abord remarqué qu'on manquait d'huile moteur. Au début, c'était juste quelques bidons, puis des étagères entières, voire des cartons complets dans l'arrière-boutique. Bientôt, des livraisons entières disparaissaient le lendemain même de leur réception et c'était toujours après un shift de Jérémy. Mon patron a vérifié toutes les bandes des caméras de surveillance de chaque nuit où Jérémy avait travaillé, mais il ne l'a jamais pris sur le fait. Jérémy fermait le magasin normalement, et le lendemain, plus une goutte d'huile moteur. D'habitude, c'est mon patron qui emporte les bandes chez lui pour les visionner, mais hier soir, il avait un match de softball avec sa fille.
Il m'a donc demandé de le faire à sa place, avec un petit billet en plus, au noir. Évidemment, j'ai accepté. Il m'a filé 3 cassettes, une pour chaque caméra. Je savais que la nuit serait longue, mais j'économise pour des vacances, donc j'en avais besoin. J'ai mis les cassettes dans un vieux magnétoscope et je me suis installé. Jérémy avait commencé son service à 16 h, il y a 2 jours. Au début, tout semblait normal. Il a compté sa caisse, pris la relève de la collègue et s'est installé au comptoir. À 16h03, Madame Templeton, une habituée, est entrée, a pris son journal et ses cigarettes, payées avec un billet de 20 $. Rien d'anormal. Puis est arrivé Ron, un gars du coin qui roule à moto. Il vient souvent. Il a fait le plein, pris du bœuf séché, payé avec sa carte et est reparti. Ensuite, un inconnu avec un chapeau de cow-boy. Il a pris 40 $ de diesel, payé avec un billet de cent, et s'en est allé. Rien de fou. Le seul truc plus chiant que de faire ce boulot, c'est de regarder quelqu'un d'autre le faire. Mais la prime de mon patron me gardait motivé, alors j'ai laissé la bande tourner. Tout était normal, Jérémy faisait son job. Jusqu'à 17h03. Madame Templeton est revenue. Elle a acheté les mêmes cigarettes, le même journal, et payé avec un autre billet de 20. Bizarre. Mais bon, elle était en l'air. Ensuite, Ron revient. Même moto, même bœuf séché, même carte de crédit. Puis le cow-boy revient aussi. 40 $ de diesel, même billet, même grattement de nez avant de sortir. Je commençais à flipper sérieusement. Tous les clients suivants? Les mêmes. Même ordre, même geste, mêmes achats. Et à 18h03, Madame Templeton entre à nouveau. Même scène. Encore. Je n'en revenais pas. J'ai commencé à avancer la bande plus vite. Même scénario, boucle parfaite. Toutes les heures, les mêmes clients, les mêmes gestes. Mais le reste du magasin, lui, évoluait, la lumière extérieure baissait avec le coucher du soleil. Jérémy balayait, réapprovisionnait, faisait ses tâches comme prévu. Rien ne bouclait côté environnement. Juste les clients. J'étais paniqué. Je ne comprenais plus rien. J'ai avancé jusqu'à la fermeture. Jérémy a terminé son service et est sorti. Rien de volé. Mais à minuit 3 exactement, son visage a surgi à l'écran. Pas en entrant dans le champ de la caméra, il est apparu. Une seconde, rien. La suivante, son visage plein écran. Il ne regardait pas la caméra. Il me regardait, moi. J'ai hurlé, fait tomber la télécommande. Quand j'ai réussi à reprendre le contrôle, il avait disparu. Une image, puis plus rien. J'ai mis une autre cassette, celle qui filme l'arrière, près de la caisse. Si Jérémy s'était approché de la caméra, je l'aurais vu. Mais non. Il n'était jamais revenu dans le magasin. Il ne connaît pas le code d'alarme, rien n'a été déclenché. Et pourtant, à minuit 3, sur cette bande, toute l'huile moteur a disparu. En une image. Présente, puis plus là. Exactement comme son visage. J'ai coupé, suis allé me coucher. Enfin, j'ai essayé. Impossible de dormir. Mon corps est épuisé, mais ma tête tourne encore. Je travaille dans quelques heures. Mon patron veut que je lui ramène les cassettes et que je lui raconte ce que j'ai vu. Mais, qu'est-ce que je suis censé lui dire? Jérémy est censé bosser ce soir, juste après moi. Le plan, c'est que je reste avec mon patron pour le confronter ensemble. Mais moi, je ne sais plus quoi faire. Je vais devoir lui montrer les bandes, mais je ne veux plus jamais revoir ça. Cette image de Jérémy qui sourit en me regardant, c'est le visage le plus glaçant que j'ai jamais vu. Je travaillais seul dans le magasin pendant le service du soir. Ce jour-là, on m'avait informé qu'un fantôme, réside, hantait les lieux et avait déjà été aperçu sur les caméras. Naturellement, j'étais sur les nerfs et je sursautais au moindre bruit.
J'ai passé la majeure partie de mon service à observer les caméras de sécurité sur l'ordinateur. Quand l'heure de fermer est arrivée, je me suis levé pour aller faire la caisse, quand j'ai aperçu quelque chose bouger sur l'un des écrans, du coin de l'œil. Terrifié, je me suis précipité vers le moniteur, mais la silhouette fantomatique avait déjà disparu. Pensant avoir rêvé, mais toujours bien secoué, j'ai repris mon chemin vers les caisses. C'est là que j'ai de nouveau jeté un œil vers l'écran, et que je l'ai vu encore. Le « fantôme » était dans le bureau juste derrière moi, mais il s'est figé quand je l'ai regardé. Moi aussi. On ne bougeait plus. Je n'ai pas eu le courage de me retourner, alors je suis resté planté là, les yeux rivés sur l'écran, paralysé par la peur. Très lentement, j'ai levé un bras pour cliquer et agrandir l'image, et le fantôme a levé le sien aussi. J'ai bougé l'autre bras, il a fait pareil. J'ai répété ça pendant 2 bonnes minutes, jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas un fantôme. C'était mon propre reflet. Mon frère était le gérant d'un bar au Royaume-Uni, et ce poste incluait un appartement au-dessus du bar où il vivait. Une nuit, il est réveillé par l'alarme incendie et une forte odeur de fumée. Il attrape sa femme et leur nouveau-né, et se précipite vers la sortie. L'endroit était envahi de fumée noire, mais heureusement, ils ont tous réussi à sortir sains et saufs. Une fois l'incendie éteint et l'enquête menée, le verdict est tombé, incendie criminel. La police a récupéré les images de vidéosurveillance pour les examiner. Ils ont ensuite appelé mon frère pour lui montrer quelque chose. Vers 2 heures du matin, un jeune garçon d'environ 12 ou 13 ans apparaît à l'écran, marchant devant le bar. Il s'arrête un instant, puis continue son chemin. 15 minutes plus tard, le même garçon revient, cette fois avec ce qui semble être une bouteille de coca et un petit marteau. Il brise une petite fenêtre, verse le contenu de la bouteille à l'intérieur, puis y met le feu. Il reste là à observer les flammes pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que l'incendie prenne bien, puis il s'éloigne tranquillement. Personne ne l'a reconnu, et la police n'a reçu aucun signalement d'enfants disparus ou même de mineurs dehors à cette heure-là. On n'a jamais su qui c'était ni pourquoi il avait fait ça. Mais le fait qu'un enfant puisse commettre un acte aussi froid et calculé est profondément glaçant. Malheureusement, il n'existe aucune preuve vidéo que je puisse partager, car cela me mettrait dans une situation très délicate. Je travaille dans un établissement gouvernemental, une prison. Notre prison est construite sur l'ancien site d'un sanatorium. Il existe énormément d'histoires de hantises et de phénomènes étranges dans tout le bâtiment. Il y a une vidéo, célèbre, en interne, qui circule discrètement entre membres du personnel. Elle montre une détenue traînée par les cheveux. Les faits se sont déroulés dans la zone d'admission, l'endroit où les gens sont d'abord placés en cellule de dégrisement ou d'évaluation. La détenue en question était dans une cellule de détention temporaire. Avant l'incident, elle récitait des sortes de prières ou de chants dans sa cellule, puis elle s'est mise à hurler. Quand les agents sont arrivés pour intervenir ou voir ce qu'il se passait, elle s'était soudainement tue. Ils ont ouvert la porte, et elle est tombée au sol, sur le dos, les bras écartés le long du corps. C'est là que les choses deviennent étranges. Ses cheveux étaient étalés autour de sa tête, immobile. Puis, à un moment, une mèche se met à tressaillir, comme si une main invisible venait d'en attraper une poignée. Lentement, ses cheveux commencent à glisser vers la gauche, avant même que son corps ne bouge, puis tout son corps est entraîné dans cette direction, jusqu'à heurter violemment le mur, avant que les agents ne puissent intervenir. Ce qui rend ça encore plus bizarre, c'est que la position de son corps rendait ce mouvement presque impossible à réaliser par elle-même, elle n'a ni bougé les bras ni les jambes. Il lui aurait fallu une force abdominale incroyable pour réussir ce déplacement, surtout à cette vitesse. Mais le plus troublant, c'est que ses cheveux bougent avant elle. Si elle s'était traînée elle-même, ses cheveux auraient dû être tirés sous sa tête. Là, ils étaient déjà en boule, devant elle, comme s'ils étaient traînés par une force extérieure. C'est du genre de truc qui vous glace le sang. Tous ceux qui ont vu cette vidéo n'ont trouvé aucune explication logique. Personne n'en parle officiellement, mais personne ne l'oublie.
Je travaillais de nuit dans un hôtel et je surveillais les caméras de sécurité. Elles étaient équipées d'un détecteur de mouvement, une petite icône clignotait dès qu'un mouvement était repéré. Bref, ça me mettait toujours un peu mal à l'aise d'entendre l'ascenseur dinguer au beau milieu de la nuit. Je sortais dans le hall pour accueillir le client, voir s'il avait besoin de quelque chose, mais personne ne sortait jamais de l'ascenseur. Je revérifiais alors les enregistrements, je voyais l'indicateur de mouvement clignoter à l'étage, puis l'ascenseur s'ouvrir à cet étage, puis il s'ouvrait au rez-de-chaussée, et juste après, le détecteur de mouvement se mettait à clignoter dans le couloir. Frisson garanti. Une autre fois, j'étais dans mon bureau en pleine nuit, et j'ai entendu un grand boom, comme si quelqu'un frappait la porte avec le côté du poing. Juste un coup sec, unique. On me voit clairement sur la vidéo, ma tête se tourne brusquement vers la porte, puis immédiatement vers la caméra, comme pour voir qui était là dehors. Mais, il n'y avait personne. Aucun mouvement détecté, aucune caméra déclenchée. Rien. Je peux te dire que finir le reste de mon shift, cette nuit-là, n'a pas été une partie de plaisir. J'étais autrefois agent de sécurité dans un centre correctionnel. Ces endroits ont vraiment l'air d'attirer des choses étranges. Quand j'étais encore en formation, je travaillais de nuit, je suis allé avec mon formateur relever un collègue pour sa pause. J'avais laissé ma bouteille d'eau posée sur le refroidisseur dans le bloc. Quand on est entré, j'ai vu ma bouteille glisser du haut du refroidisseur, rester suspendue dans l'air une fraction de seconde, puis tomber au sol et éclabousser. Je me suis tourné vers mon formateur qui avait l'air secoué, alors je lui ai demandé « T'as vu ça ?» Il m'a répondu « J'ai rien vu, mec. » Et il a catégoriquement refusé d'en parler après ça. Une autre fois, alors que j'étais runner dans le bâtiment de l'unité d'isolement, j'ai entendu des barreaux trembler dans une des cellules. C'était après le couvre-feu, donc ça m'a un peu agacé de savoir qu'un détenu faisait du bruit. J'ai sorti mes clés, ouvert la cellule et j'ai vu les barreaux trembler tout seuls, tandis que le détenu était recroquevillé dans un coin, en larmes. Après quelques secondes, les barreaux se sont arrêtés. Je suis resté avec lui un moment pour le calmer. Je lui ai raconté un bobard, genre que c'était juste les canalisations qui causaient les secousses. Mais entre nous, cette cellule avait déjà la réputation d'être hantée. Et enfin, moi et plusieurs autres runners avons été appelés pour fouiller le bâtiment, car quelqu'un aurait été vu entrant dans le hall des visites vers 23h30. J'ai vérifié toutes les portes menant au hall, elles étaient verrouillées. On a fouillé pendant bien 30 minutes, y compris dans les plafonds techniques. On n'a jamais trouvé la moindre trace d'une personne correspondant à la description. J'avais un appartement assez proche de mon bureau. Le bâtiment de l'entreprise se trouvait dans un quartier plutôt d'affaires, un peu isolé du cœur commercial de la ville, en quelque sorte dans un no man's land. J'ai vendu l'appartement, et avant d'emménager dans ma nouvelle maison, j'ai laissé mon vélo attaché au râtelier devant le bâtiment. Ce n'était censé durer que quelques jours, le temps du déménagement. Un jour, en pleine semaine, j'arrive au bureau, passe devant le râtelier à vélo, et je remarque qu'il est complètement vide. Le bâtiment est équipé de plusieurs caméras de sécurité, et l'une d'elles donne à peu près sur le râtelier, puisqu'il est juste à côté de l'entrée principale. Je vais voir les enregistrements avec le gars de l'informatique. On regarde, on voit les gens quitter les bureaux la veille au soir, on voit le vélo bien en place, on continue de regarder, puis pouf, le vélo disparaît. On ralentit la vidéo, c'est comme quand on regarde la télé numérique ou par satellite et que l'image se brouille. Littéralement, on voit le vélo une seconde, et la seconde d'après, plus rien. Sur l'horodatage de la bande, c'est instantané. Je suppose que mon vélo a été aspiré dans une sorte d'upside down. Cela s'est passé quelques années avant que je commence à travailler à mon poste actuel. Les ascenseurs de mon immeuble descendent jusqu'au premier et au deuxième sous-sol. Tard dans la nuit, un des agents de sécurité aperçoit un groupe de personnes entrant dans l'ascenseur au niveau 4. Il trouve cela étrange, car personne n'est censé être dans le bâtiment après minuit,
alors il garde un œil attentif sur les caméras du hall pour voir à quel étage ils vont descendre. Les portes s'ouvrent au deuxième sous-sol, mais personne n'en sort. Le second agent file jusqu'aux portes de l'ascenseur pendant que le premier surveille les écrans pour s'assurer que personne n'est ressorti. En arrivant au sous-sol, le second agent semble perplexe. Il fouille les alentours, mais ne trouve rien. Il revient au poste de sécurité, l'endroit est bel et bien vide. Il décide de mettre le bâtiment en confinement et passe le reste de la nuit à le fouiller de fond en comble. Rien. Personne. Ils finissent par appeler la police, qui visionne les enregistrements et voit exactement la même chose. Personne n'a jamais su expliquer ce qu'ils avaient vu cette nuit-là. Mais une chose est sûre, l'entreprise a arrêté de faire des économies et a installé des caméras dans les ascenseurs après ça. Je travaillais dans un endroit qui devait être occupé 24h24. La raison, je gérais des documents sensibles et, si quelqu'un avait besoin d'une information en pleine nuit, je devais la récupérer ou confirmer que je l'avais. La sécurité était plutôt renforcée, barreaux aux fenêtres, plusieurs portes verrouillées avant d'arriver jusqu'à moi. On me donnait du travail pour la nuit, mais ils sous-estimaient toujours à quelle vitesse je pouvais le faire. Comme la plupart des nuits, j'ai bouclé mes tâches en 30 à 45 minutes, puis j'ai sorti mon téléphone pour jouer, mater Netflix ou traîner sur Reddit, puisque j'étais le seul dans le bâtiment. Vers le dernier tiers de mon shift, j'entends soudain une porte se fermer. Je jette un œil aux caméras de sécurité et je vois quelqu'un marcher dans un couloir, se dirigeant droit vers mon bureau. Au début, je me dis que c'est peut-être juste quelqu'un qui est arrivé beaucoup trop tôt. Je me retourne, j'attends qu'il entre, mais personne ne vient. Et là, les poils de mon dos commencent à se hérisser. Ce n'est pas un grand bâtiment, alors je décide d'aller voir où est passé ce type. Je fais le tour, je vérifie les bureaux et les pièces de stockage, mais rien. Je remarque simplement qu'une porte coupe-feu s'est refermée. Je retourne au bureau pour revoir la vidéo, mais la lecture est protégée par mot de passe, que je ne connais pas. Toute cette histoire m'a sérieusement foutu les jetons, surtout la façon dont cette personne marchait, d'un pas décidé, droit vers moi. Je passe les dernières heures de mon shift avec une tension dans le dos, jusqu'à ce que les collègues commencent à arriver. Ma remplaçante prend son poste, et je lui raconte ce que j'ai vu. À ce moment-là, je commence à me dire que j'ai peut-être tout imaginé. Je rentre chez moi et, un peu plus tard, j'appelle mon manager pour savoir ce qu'ils ont vu sur la vidéo. Et là, il me dit, on voit bien la porte coupe-feu se refermer. Puis la vidéo freeze pendant environ 1 heure. Et l'image suivante, c'est toi qui ouvres la porte. C'est plus stupide qu'inexpliqué, mais ça l'était jusqu'à ce qu'on revoie les images. Les beaux-parents de mon frère possèdent un pub. Une nuit, toutes les alarmes se déclenchent en même temps. Ce qui est étrange, car si quelqu'un s'introduit quelque part et que l'alarme sonne, il va généralement attraper quelque chose en vitesse et fuir. Pour faire sonner toutes les alarmes, il faudrait soit un groupe de personnes qui courent partout, soit un seul gars qui n'en a strictement rien à faire. Il appelle la police et fonce au pub. Une des portes d'entrée a été littéralement pulvérisée. Une énorme pierre est posée au sol. L'un des comptoirs a été retourné et une caisse verrouillée a disparu. Le pub semble vide. Il reste planté devant la porte pour empêcher d'autres gens d'entrer. Les policiers arrivent, fouillent les lieux, rien de plus. Ils visionnent les caméras de sécurité, et là, un homme complètement bourré titube jusqu'à la porte, en portant un énorme caillou. Pas besoin d'une si grosse pierre pour briser une vitre, mais celle-ci était plus grosse qu'un ballon de basket. Le type lève le rocher au-dessus de sa tête et le balance dans la vitre. Il passe tranquillement à travers les éclats de verre, l'alarme se déclenche, mais il ne semble ni l'entendre ni s'en soucier. Sans se presser, il se dirige derrière le bar, ouvre un frigo, sort une bouteille de cidre. Il la boit sur place et laisse la bouteille vide sur le comptoir. Il commence ensuite à fouiller un peu partout et tombe sur une caisse avec quelques milliers de dollars à l'intérieur, c'était l'argent d'un concours de pronostics de foot. Il pose la boîte sur le comptoir, attrape une bouteille de Jack Daniels,
puis quitte les lieux comme si de rien n'était, la caisse dans une main, le whisky dans l'autre. La police l'a retrouvé à la gare, endormi sur un banc. Dans sa poche, l'argent. À côté de lui, une poubelle contenant la boîte cassée et la bouteille vide de Jack Daniels. Je ne peux que supposer que, dans son ivresse, ce génie du crime pensait être en train de réaliser le casse du siècle. Il y a environ un an, j'ai fait installer des caméras autour de chez moi, à la base pour attraper les voleurs de colis. Un matin, en remarquant que le portail à l'arrière était entrouvert, j'ai décidé de revoir les images de la nuit précédente. À 3 heures du matin, j'ai vu un type essayer de forcer le portail et s'avancer discrètement vers le salon. Mais soudain, il s'est arrêté net, puis a reculé lentement. Il avait compris que quelqu'un était à la maison, éveillé. J'étais en fait assis à seulement quelques mètres de là, dans le salon, les rideaux occultants tirés. Il a dû remarquer la lumière qui filtrait légèrement par le bas des rideaux. C'est à ce moment-là que les lumières extérieures, activées par le mouvement, se sont allumées, pile au moment où il s'est mis à détaler en courant, repassant par le portail et disparaissant dans les bois derrière notre jardin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais éveillé car je changeais de rythme de travail, en transition vers un service de nuit, et que j'avais littéralement une table pleine d'armes à feu devant moi, que j'étais en train de démonter pour les nettoyer après une journée au stand de tir. Avec du recul, c'est probablement une bonne chose que je ne l'ai ni vu ni entendu cette nuit-là, on aurait tous les deux eu la peur de notre vie. Je travaille pour une société de sécurité, on installe et on surveille des systèmes de vidéosurveillance sur des chantiers. Une nuit, vers 2 heures du matin, un agent de réponse reçoit un appel du centre de télésurveillance. Quelqu'un est aperçu en train de se promener dans un bâtiment en construction. Ils le décrivent comme étant grand, habillé tout en noir, capuche relevée, mais impossible de voir son visage, il tourne le dos à la caméra. Il ne vole rien, ne casse rien, il fait juste les 100 pas, en général, ce genre de cas, c'est un sans-abri qui cherche un abri pour la nuit. Notre agent se rend donc sur place. Mais en arrivant, il ne trouve personne. Il demande alors à la station de vérification de revoir les caméras qui couvrent les entrées et sorties du bâtiment pour savoir dans quelle direction l'homme est parti. Aucune trace. Il effectue une patrouille complète du site, fouille les alentours, toujours rien. La seule autre façon de quitter le bâtiment aurait été de descendre par les échafaudages, ce qui est dangereux. Craignant que la personne ait pu se blesser, l'agent demande au centre de surveillance de vérifier toutes les caméras pour voir s'il y a la moindre image de lui en train de partir. Rien. Le lendemain, on demande à la station de nous envoyer les captures d'écran du moment où l'intrus avait été repéré. Et là, le choc, il n'apparaît sur aucune image. Juste notre agent de sécurité en train de faire sa ronde. On en a tous parlé au bureau. L'ambiance était tendue. On a fini par en rigoler, en disant que l'opérateur de nuit avait dû être à moitié endormi et avait halluciné. Sauf que voilà, nos caméras utilisent des faisceaux infrarouges, et elles n'envoient une alerte à la station que si quelqu'un coupe le faisceau. Aujourd'hui, je suis banquier personnel, mais à l'époque de cette histoire, j'étais assistant administratif pour un cadre dans le secteur bancaire. Le bureau où je travaillais servait de siège régional, donc plusieurs départements s'y trouvaient. L'un d'eux était géré par un ami avec qui je faisais souvent mes pauses. Un jour, je descends au sous-sol pour le rejoindre dans son espace de travail. Il était en train de visionner des images de surveillance d'un braquage qui avait eu lieu dans une agence locale. C'était autour d'Halloween, et ces types avaient clairement trop regardé la télé avant de monter leur plan. Si vous connaissez un peu les braquages de banque, vous savez que les prises d'otages spectaculaires sont extrêmement rares. Pourtant, là, ils ont débarqué en trombe dans l'agence, déguisés avec des masques de scream et des capes. Un client, qui était assis dans la salle d'attente, s'est levé, il s'est fait frapper à la tête avec une arme par l'un des braqueurs. L'autre a sauté par-dessus le comptoir des guichets et a pointé son arme sur le guichetier. Ce pauvre gars n'en était qu'à son 2e jour de formation.
Il a essayé d'ouvrir le tiroir caisse, mais il était verrouillé. Il n'avait pas les clés. Lui aussi s'est fait frapper et est tombé au sol. Je ne me souviens plus exactement combien d'argent ils ont réussi à prendre, mais ce n'était pas énorme. Ce qui m'a vraiment mis mal à l'aise, c'est de regarder tout ça en noir et blanc, sans son, sur l'écran de l'ordinateur de mon pote. Voir la violence aussi froide, sans cri, sans contexte, c'était profondément dérangeant. Quant aux braqueurs, ils ont été arrêtés quelques heures plus tard. Ils avaient garé leur voiture de fuite juste devant leur immeuble et étaient tranquillement en train de compter l'argent, rideaux grands ouverts. Des génies. Mon patron possède plusieurs magasins de détail, j'y travaille, ainsi qu'un glacier situé dans une rue commerçante du centre-ville. Un jour, j'ai vu entrer la personne la plus étrange, et franchement flippante, que j'ai jamais croisée. Un grand type, bottes militaires, long manteau noir. Perruque rouge de femme, joues couvertes de blush, rouge à lèvres rouge vif. Pour être clair, je suis une femme lesbienne avec des amis très divers, donc ce n'est pas ça qui m'a dérangé. Ce qui m'a mise mal à l'aise, c'est la façon dont il faisait semblant de regarder les vêtements, alors que ses yeux étaient braqués sur moi. Du début à la fin. Il a traversé tout le magasin les mains fouillant les portants, mais sans jamais détourner le regard de moi. J'avais d'autres clients, mais je lui lançais mon meilleur regard du style « Je te vois, ne vole rien ». Finalement, il est parti. J'ai aussitôt appelé l'autre boutique pour la prévenir. Ma collègue me dit « Il vient de passer ici ». Pareil. Exactement le même comportement. Il est même allé dans le magasin d'un accent grave côté. Tout le monde lui a fait comprendre qu'il était surveillé, alors il est reparti à chaque fois. Malheureusement, c'est notre pauvre vendeuse du glacier qui s'est retrouvée dans la situation qu'il cherchait, seule, 18 ans, vulnérable. Il y a des caméras dans le glacier, et mon patron m'a laissé regarder la vidéo. Voilà ce que j'ai vu. Il entre et se cache quelques instants derrière l'un des congélateurs. Puis il s'approche de la vendeuse, et écarte grand son manteau. Il ne porte qu'un soutien-gorge blanc avec les tétons découpés, ses seins d'homme débordant à travers. En bas, difficile de distinguer quoi que ce soit avec de la lingerie blanche, mais je n'ai vu aucune bosse. Il commence alors à frotter ses tétons de façon agressive en s'approchant d'elle. Il s'arrête juste devant le comptoir, la fixe, et continue de se pincer les tétons. Sans dire un mot. Le visage de la jeune fille est figé, complètement sous le choc. Elle reste la bouche ouverte quelques secondes, panique, crie quelque chose, puis attrape le téléphone pour appeler la police. Il ne dit toujours rien, reste encore une minute, puis s'enfuit. La police ne l'a jamais retrouvé. Aucun autre incident de ce genre n'a été signalé. J'étais autrefois agent de sécurité sur site, en poste de nuit. Je surveillais un ancien établissement scolaire catholique. Il y avait, derrière l'école, une vieille statue de la Vierge Marie, éclairée par un projecteur. Un jour, quelqu'un a cru bon de faire une blague, ils ont fait en sorte que la statue donne l'impression de pleurer du sang, en réalité, c'était de la peinture rouge. Pas très drôle quand tu travailles seul dans un vieux bâtiment la nuit. Une autre fois, je faisais ma ronde dans l'un des bâtiments de classe, et tout à coup j'ai entendu des gens rire à l'étage. Je suis monté pour vérifier, et là, j'ai commencé à entendre des meubles bouger. Pourtant, toutes les lumières étaient éteintes et toutes les portes verrouillées. J'ai littéralement fait demi-tour et quitté ce bâtiment sans demander mon reste. Je n'y suis plus jamais retourné après ma première ronde de la nuit. C'était vraiment flippant, surtout quand le chauffage se mettait en marche. Chaque tuyau de ce bâtiment se mettait à cogner comme si quelqu'un tapait dessus. Je suis très reconnaissant aujourd'hui de bosser dans un bureau, dans une belle routine entre 9h et 17h, bien au chaud et bien éclairé dans mon petit cubicule. Quand j'étais étudiant, je faisais des rondes de nuit en tant qu'agent de sécurité pour mon campus. Les shifts allaient de 18h à 6h du matin.
Il y avait un couvre-feu strict à 23h30, c'était une université chrétienne privée. Une fois ce couvre-feu passé, toutes les portes se verrouillaient, et j'étais le seul à pouvoir faire entrer qui que ce soit dans les dortoirs. En dehors de faire respecter le couvre-feu, mon travail consistait à patrouiller sur le campus et à vérifier régulièrement que toutes les portes étaient bien fermées. Si une porte était trouvée ouverte, ce qui était très rare, je devais alors fouiller le bâtiment à la recherche d'éventuels étudiants ou intrus. Il faut savoir que le campus était situé au cœur d'un quartier résidentiel huppé et ancien. La plupart de nos bâtiments étaient d'anciennes demeures, des manoirs achetés dans les années 40-50 et réaménagés en salles de classe, bibliothèques, bureaux, etc. Et comme on peut s'y attendre, ce genre d'endroit génère son lot de bizarreries, des lumières qui s'allument et s'éteignent toutes seules dans certains bâtiments, des étudiants qui racontent avoir entendu des bruits étranges ou senti des présences. À force, on s'y habitue. On rationalise, on se convainc que ce sont des vieux systèmes électriques, des courants d'air, des maisons qui travaillent, et on continue sa ronde. Mais même moi, sceptique, cartésien, j'ai eu quelques expériences que je n'arrive toujours pas à m'expliquer. Je vais te raconter la plus courte, mais sans doute la plus marquante. Le bâtiment dont je parlais plus tôt, celui que beaucoup d'étudiants trouvaient bizarre, était vraiment étrange. J'ai vécu plusieurs situations bizarres à son sujet, mais une nuit en particulier m'a marqué. Il était 4 heures du matin. Je faisais mon tour du campus. En passant devant ce fameux bâtiment, en direction de l'auditorium, j'ai ressenti cette sensation familière, quelqu'un m'observe. Par réflexe, je me retourne et regarde vers l'édifice. Au 3e étage, à une fenêtre, je vois du mouvement. Mes yeux se concentrent, et je distingue une silhouette qui ouvre la fenêtre, et me fait signe de la main. Mon esprit rationnel me dit tout de suite, c'est peut-être un prof qui est arrivé tôt. Toutes les portes étaient fermées, rien d'anormal pendant ma ronde précédente, faite à peine 5 minutes plus tôt. C'est l'explication la plus logique. Je lui rends son signe de main, et je poursuis ma ronde. Un peu plus tard, je croise un habitant du quartier qui promenait son chien. Il engage la conversation. Puis, sans prévenir, il me dit « Vous savez, je suis passé devant ce grand bâtiment tout à l'heure, et quelqu'un m'a fait signe depuis une fenêtre du 3e étage. Ça m'a foutu la chair de poule. » Et là, je me suis figé. J'y ai repensé. Aucun éclairage allumé dans tout le bâtiment. Toutes les entrées fermées à clé. Je décide de retourner fouiller le lieu de fond en comble. Je n'ai rien entendu. Rien vu. Sauf une chose. La fenêtre par laquelle la personne nous a fait signe, à moi et aux promeneurs, était clouée. Littéralement clouée fermée. Et c'est bien ça le pire, si ce gars n'avait pas mentionné la scène, j'aurais juste mis ça sur le compte de la fatigue. D'une illusion due au manque de sommeil. Mais grâce à lui, je ne peux plus me contenter de cette explication. J'ai travaillé pendant quelques années dans un magasin d'occasion très populaire, j'y étais cliente depuis encore plus longtemps, et j'avais toujours entendu des histoires comme quoi l'endroit était hanté. Personnellement, je n'avais jamais rien vu d'étrange, jusqu'à ce qu'un jour, tout le personnel soit bouleversé par une vidéo captée durant la nuit. J'ai fini par convaincre l'un des managers de me montrer la bande, et franchement, c'était vraiment bizarre. La caméra en question filmait une zone à l'avant du magasin, là où se trouvait la vitrine des bijoux. Ils l'avaient installée là car il y avait eu plusieurs vols à la vitre récemment, et ils espéraient coincer les responsables. Pile au centre du champ de la caméra se trouvait une porte de secours. Il faut aussi préciser que tout l'avant du magasin est fait de vitrines en verre, pas de murs solides. La vidéo montre donc cette porte de secours qui commence à se courber vers l'extérieur, comme si une force surhumaine essayait de l'arracher vers le trottoir. C'était presque comique, la manière dont elle se bombait, comme une bulle qui éclate, sauf que tout autour, les vitres vibraient violemment. Et à travers la vitre, personne. La porte recommence à bouger, encore et encore, avec une violence effrayante. On ne savait pas si quelque chose voulait sortir, ou vouloir entrer. J'ai essayé de trouver une explication logique. J'en avais besoin,
Parce que je travaillais encore là à l'époque, et je crois que je n'étais pas prête à accepter qu'il y ait quelque chose d'aussi puissant qui rôdait autour du magasin. Mais cette vidéo, elle m'a vraiment mis mal à l'aise. Je travaillais comme agent de sécurité sur un ancien site industriel en cours de rénovation pour être transformé en unité commerciale. Mon boulot consistait à rester dans une de ces cabines en métal, vous savez, les conteneurs aménagés, équipés simplement d'un bureau, de 3 chaises et des moniteurs de vidéosurveillance. Rien ne se passait jamais vraiment, à part quelques ados déséuvrés la nuit qui cherchaient un endroit pour boire ou fumer. Jusqu'à cette nuit-là. Tout avait commencé comme d'habitude, je passais les premières heures à jouer sur mon téléphone, je faisais quelques rondes sur le site, puis je suis allé me faire une tasse de thé. En préparant mon thé, j'ai senti quelque chose bouger sur les moniteurs et j'ai levé les yeux machinalement. Au début, j'ai cru que je voyais un tas de sacs poubelles jetés là illégalement, jusqu'à ce que ça bouge. Je suis resté figé, littéralement paralysé, et tous les poils de mon corps se sont hérissés. Ce truc avait des bras ou des ailes, c'était difficile à dire, et un corps extrêmement maigre, sans poils. Je dirais qu'il mesurait environ 2 mètres. Ses jambes étaient très fines, comme des os sans chair, et il semblait ramper ou se déplacer à petits bonds rapides. Il avait de très grands yeux noirs et de petites oreilles placées sur le haut du crâne. Je me suis mis à chercher dans ma tête quel animal ça pouvait être, il fallait bien une explication logique, mais rien ne correspondait. Les caméras filmaient en noir et blanc, donc impossible de dire la couleur exacte, mais ce que je voyais n'était rien de connu. Et puis j'ai remarqué qu'il claquait des dents à une vitesse folle. Ce bruit, même à travers les caméras, c'était glaçant. C'est là que j'ai poussé une espèce de cri, à mi-chemin entre la panique et l'instinct. À ce moment-là, la chose a levé les yeux et a regardé directement la caméra, pourtant perchée à une trentaine de mètres, sur le lampadaire à côté de la cabine. Je n'avais rien mangé ce jour-là, mais si ça n'avait pas été le cas, je crois que j'aurais littéralement perdu le contrôle. La créature a alors déployé ses bras ou ses ailes, et elle s'est envolée. J'ai appelé la police, puis mon superviseur. Les flics sont arrivés 10 minutes plus tard, même si j'ai eu l'impression qu'une heure entière s'était écoulée. Évidemment, ils ne m'ont pas cru et se sont moqués. J'ai demandé à être raccompagné chez moi, hors de question de rester là, mais ils ont refusé. J'ai donc appelé un taxi et prévenu mon superviseur que je partais. Il m'a dit que si je partais, je ne reviendrais pas. Très bien. Je n'en avais aucune intention. Une semaine plus tard, j'ai appelé Jason, un collègue. Il m'a dit qu'il avait regardé les enregistrements et qu'il avait donné sa démission dans la foulée. Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais ce n'était rien de ce monde. Depuis, j'ai évité ce site comme la peste. Apparemment, ce sont des bureaux et des usines maintenant. Je n'ai jamais entendu parler d'autres apparitions, mais en même temps, je n'ai jamais demandé. Je n'en ai parlé qu'à une seule autre personne. Je ne sais pas si elle m'a cru, mais moi, je sais ce que j'ai vu. Et j'espère ne jamais le revoir. J'ai des caméras chez moi pour surveiller mes chiens. Elles me préviennent quand ils aboient, je peux leur envoyer des friandises, etc. En gros, elles servent aussi de caméras de sécurité. Un jour, on est parti en vacances, et j'avais prévenu la personne qui gardait nos chiens qu'il y avait des caméras dans les pièces communes du rez-de-chaussée. Un soir, pendant le voyage, à 3 heures du matin, je reçois une alerte sur mon téléphone, mes chiens aboient comme des fous. D'habitude, je ne suis pas du genre à tout surveiller, mais là je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème, incendie, tentative d'effraction, ou que la dame avait fait une chute, quelque chose de grave. Alors je regarde les images. Et je vois, la gardienne des chiens, une dame de 70 ans, courir dans toute la maison, en train de hurler sur mes chiens, en sous-vêtements. Notre petite chatte d'extérieur avait un cancer, et on n'avait pas les moyens de lui offrir des soins. Elle ne souffrait pas, mais son état s'est dégradé très rapidement. On lui avait préparé un lit dehors, on lui donnait à manger, de l'eau, on jouait avec ses jouets préférés, et on lui avait dit au revoir.
On est allé se coucher en espérant qu'elle partirait paisiblement. Le lendemain matin, on s'est réveillé et elle n'était plus dans son lit. Paniqué, on l'a cherchée partout, jusqu'à ce qu'on la trouve recroquevillée sous une étagère, blottie, tranquille, elle s'était éteinte. Mon père avait installé une caméra de sécurité dans le garage, alors il a regardé ces derniers instants. Elle s'était levée de son lit, avait marché un peu, s'était assise près de la porte et avait miaulé un moment, ça m'a brisé le cœur, puis elle s'est doucement glissée sous l'étagère. Environ 2 minutes plus tard, on voit comme une légère lueur passer, et ce qui ressemblait à un voile en soie transparent flottant devant la caméra. Je sais que ce n'était pas un esprit ou un fantôme, juste de la vapeur ou de la poussière, mais le fait que je n'ai jamais vu ce phénomène auparavant, et que ça se soit produit juste au moment de sa mort. C'est une histoire que mon cousin m'a racontée récemment. Il travaille comme responsable dans un grand casino à Macao. Un soir, il se trouvait dans la salle de surveillance des caméras, avec un collègue de la sécurité et le chef de ce dernier. Ils discutaient tranquillement, tuant le temps, quand le chef de la sécurité remarque quelque chose d'étrange sur un des écrans. Sur le moniteur, une table de jeu apparaît. Le croupier est debout, les bras croisés, l'air ennuyé. Rien d'inhabituel, sauf qu'il y a clairement un client assis en face de lui. Pourtant, il ne lui distribue pas les cartes. Intrigué, le collègue de sécurité prend sa radio et contacte le croupier pour lui demander pourquoi il ne s'occupe pas du client à sa table. La réponse du croupier arrive aussitôt, dérouté, « Quel client ? Je suis seul à ma table. » À ce moment précis, sur les écrans de surveillance, l'homme que tous avaient vu assis à la table se lève calmement, puis quitte la zone de jeu. Le plus étrange, c'est qu'il ne réapparaît sur aucune autre caméra. Et dans un casino de cette taille, c'est quasiment impossible. Il y a des angles morts, bien sûr, mais la sortie est toujours couverte. Pensant à un bug ou une erreur de surveillance, il décide de revoir les images. Il recule l'enregistrement de quelques minutes pour observer l'arrivée du client mystérieux. Mais là encore, surprise, il n'apparaît sur aucune caméra avant de se matérialiser soudainement à la table. Comme s'il avait toujours été là. Ou comme s'il n'y avait jamais été. Le plus troublant, c'est qu'en zoomant sur l'image, il remarque quelque chose, l'homme portait un costume ancien, un peu démodé, style années 50. Cravate fine, veste trop large, et une expression neutre, presque vide. Un visage que personne dans le personnel n'a reconnu, malgré des années passées à voir des milliers de clients. Ce qui les a vraiment mis mal à l'aise, c'est ce qu'a dit le chef de la sécurité avant de couper l'enregistrement, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Depuis, mon cousin m'a dit qu'il évite cette salle de surveillance la nuit. Et il n'a plus jamais revu cet homme sur les caméras. Mais selon certains agents de sécurité de nuit, parfois, à certaines heures, une table semble occupée alors qu'elle ne l'est pas. Je travaillais dans un supermarché, et avec mon pote, l'un des managers, on avait pris l'habitude de consulter les enregistrements des caméras de sécurité de temps à autre, un peu pour le fun, un peu pour passer le temps. Un jour, on tombe sur quelque chose d'inoubliable. Le pharmacien du magasin, qui prenait du citrate de magnésium en prévision d'une coloscopie, n'a visiblement pas eu le temps d'atteindre les toilettes. La vidéo le montre quittant le comptoir de la pharmacie d'un pas pressé, mais il était déjà trop tard. Il a littéralement semé un chemin de honte à travers les rayons, jusqu'aux toilettes à l'arrière du magasin. Une véritable traînée, du genre qu'aucune serpillière ne veut affronter. On en a pleuré de rire, bon, sauf pour l'équipe nettoyage, eux, ils ont pleuré tout court. Ce n'était même pas un cas isolé. On a vu plusieurs clients faire dans leur froc en pleine allée, comme si le magasin dégageait une malédiction intestinale. Le genre de truc qu'on ne peut plus oublier, même si on le voulait. Mais le plus étrange, ce n'était pas ça. Une nuit, une alarme de mouvement s'est déclenchée dans une zone vide du magasin, vers 2 heures du matin. On pensait à un rongeur ou un sac plastique qui avait bougé, jusqu'à ce qu'on regarde les images. On y voit une sorte d'orbe lumineux, parfaitement rond, flotter lentement dans l'allée vide.
Il reste là quelques secondes, puis, sans avertissement, file tout droit vers le plafond et disparaît. Pas de bruit, pas d'ombre, pas de reflet. Juste un silence pesant dans la salle de surveillance, et nous deux, figés devant l'écran, à moitié morts de trouille. On s'est regardé, puis on a éclaté de rire, nerveusement. Mais au fond, aucun de nous ne rigolait vraiment. Ce soir-là, on a parlé de ce qu'on avait vu à quelques autres employés. L'un d'eux, un vieux de la vieille, nous a dit qu'un ancien employé était mort d'une crise cardiaque en pleine pause, juste à l'endroit où l'orbe s'était arrêté. On pensait qu'il plaisantait, mais en vérifiant les archives RH, c'était vrai. Je crois que j'ai encore la vidéo quelque part sur mon vieux téléphone. Je suis allé voir dans mes anciens fichiers. Si je la retrouve, je ne sais même pas si j'aurai le courage de la regarder à nouveau. Il existe un enregistrement, tourné dans ma ville, qui me met encore mal à l'aise quand je le revois. On y voit un homme quitter son lieu de travail en pleine nuit. Les caméras de surveillance captent son passage à travers un portail en grillage, puis il tourne au coin d'un bâtiment. À ce moment précis, un flash de lumière intense illumine toute la zone, presque comme un éclair, mais sans le moindre bruit. Immédiatement après, les 4 caméras de surveillance qui couvraient l'endroit commencent à grésiller. L'image saute, se déforme. Pendant quelques secondes, on ne voit plus rien d'identifiable. Puis, plus rien. L'écran redevient normal. L'homme a disparu. Il ne réapparaît que plusieurs heures plus tard, dans un deuxième flash tout aussi étrange. Il rampe littéralement dans le cadre, comme s'il avait du mal à comprendre où il est. Ses vêtements sont sales, son regard est vide, et il semble complètement désorienté. Quelques secondes plus tard, il vomit, puis se relève tant bien que mal et titube hors du champ. Les gens du coin parlent d'un enlèvement extraterrestre. Certains affirment que c'est un canular très bien monté, une sorte de coup de pub ou une expérience virale. Moi, je pense que c'est peut-être monté, oui, mais quelque chose me dérange. Trop de détails sont presque normaux, comme si la vidéo avait été faite par quelqu'un qui connaissait exactement les limites de nos soupçons. Le plus troublant, c'est que personne ne sait ce qu'est devenu l'homme après. Il a quitté la ville peu de temps après l'incident. Certains disent qu'il a été hospitalisé. D'autres disent qu'il a commencé à raconter des choses incohérentes. Comme s'il avait vu ou entendu quelque chose qu'il ne comprenait pas. Apparemment, il se réveillait en pleine nuit en criant des nombres qu'il n'avait jamais appris, ou en parlant une langue qu'aucun proche ne reconnaissait. Et la société qui gérait les caméras ? Elle a fermé quelques mois plus tard. L'accès à l'enregistrement original a disparu du site officiel. Reste juste une copie floue sur des forums obscurs, avec des milliers de commentaires. Certains analysent image par image. D'autres ne veulent même pas la regarder. Moi, je l'ai encore quelque part. Et franchement, je ne sais pas si j'aurai un jour le courage de la revoir. Il y a un gars qui était étudiant en médecine dans mon université, il y a quelques années. Un jour, il a littéralement disparu. Pas de mots, pas d'explication, pas de traces. Il n'a jamais été revu depuis. Ce qui rend cette histoire encore plus étrange, c'est qu'il existe une vidéo de surveillance qui le montre entrer dans un bar, situé au 2e étage d'un bâtiment du centre-ville. Il est seul, habillé simplement, détendu. Il salue vaguement quelqu'un à l'intérieur, puis passe la porte, et c'est la dernière fois que quelqu'un l'a vu. Les caméras à l'intérieur du bar ne montrent rien d'anormal. On ne le voit jamais ressortir. Il ne prend pas l'ascenseur, il ne redescend pas par les escaliers, et il ne quitte pas les lieux par une issue de secours. Et étant donné que le bar se trouve au 2e étage, il ne pouvait pas simplement sauter par la fenêtre sans que cela laisse de traces. C'est comme s'il s'était évaporé. La police a enquêté, évidemment. Ils ont interrogé le personnel du bar, les clients présents ce soir-là. Personne ne se souvenait de l'avoir vu à l'intérieur. Et aucune commande à son nom n'a été passée. Pourtant, la caméra extérieure est formelle, il est bien entré. Les rumeurs ont commencé à circuler après quelques semaines.
Certains disent qu'il menait une double vie, et qu'il a tout laissé derrière lui. D'autres pensent qu'il a été enlevé, ou qu'il s'est caché de quelque chose ou de quelqu'un. Mais une théorie plus obscure est née parmi les étudiants en médecine, ceux qui vivaient dans la résidence universitaire qu'il fréquentait. Apparemment, la veille de sa disparition, il aurait confié à un ami qu'il avait vu quelque chose en cours de dissection, une anomalie, un détail dans l'anatomie humaine qui ne correspondait à rien de connu. Il avait pris des notes, discrètement, et il comptait en parler à un de ses profs. Mais il a disparu avant de le faire. Le plus troublant ? Un an plus tard, un autre étudiant en médecine a affirmé avoir vu brièvement le disparu, dans une salle d'anatomie, au sous-sol de la fac. Il n'a pas eu le temps de le suivre, mais il jure que c'était bien lui. Il portait une blouse blanche, il semblait amaigri, et il murmurait quelque chose, comme une formule. Presque un chant. On a fouillé les lieux. Rien. Mais depuis, les anciens étudiants l'appellent l'invisible du 2e étage. Et parfois, quand quelqu'un entre dans ce bar-là, une des caméras saute une image. Juste une. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, traversait encore ce lieu. La vidéo la plus triste que j'ai jamais vue, c'est celle de la mort de mon frère. Il a été tué par un conducteur sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. L'accident a été filmé par une caméra de sécurité, et comme la vidéo devait être montrée au tribunal, ma famille et moi avons eu l'occasion de la voir à l'avance. Je me souviens que j'ai vomi aussitôt que j'ai vu l'enregistrement. Il n'y a aucun mot pour décrire ce que ça fait, de voir la dernière minute de vie d'un proche. Ce n'est pas une image que tu peux effacer. Ce n'est pas un souvenir que tu peux enfermer quelque part. Mais ce qui m'a achevé, ce n'est même pas la vidéo. C'est d'avoir fait la bêtise d'aller lire les commentaires. L'affaire a été relayée par plusieurs sites d'infos, avec parfois la vidéo en lien. Et dans ma douleur, ma naïveté ou peut-être ma colère, je suis allé voir ce que les gens disaient. Je vous le dis, si vous perdez un être cher dans un drame couvert par les médias, ne faites pas comme moi. Ne lisez pas ce que les inconnus disent. Ne leur donnez pas ce pouvoir. J'ai tout lu. Des gens qui disaient que mon frère méritait de mourir parce qu'il conduisait une moto. D'autres qui ont écrit des blagues atroces sur sa mort. Des trolls qui prenaient plaisir à imaginer la scène. Et même certains qui insinuaient que c'était sa faute. Je ne comprends pas comment on peut être aussi froid, aussi cruel, quand on parle d'une vie humaine. De quelqu'un qui avait une famille, des amis, des projets. Quelqu'un qui méritait mieux que des lignes anonymes remplies de mépris. Depuis, je ne lis plus rien sur l'affaire. Je garde mes souvenirs de lui, pas ceux des commentaires. Mais cette expérience m'a changé. J'ai vu à quel point l'anonymat peut rendre les gens monstrueux. Et à quel point le deuil peut être sali par ceux qui ne ressentent rien. Un ami à moi s'était mis en tête, il y a quelque temps, d'installer un système de vidéosurveillance avec enregistreur, NVR, chez lui. Sa femme n'était pas franchement emballée, trouvant ça inutile. Mais lui plaisantait souvent, « Mais chérie, imagine si je capte un meurtre. » Et puis, 13 février 2017. L'affaire de Frank Ancona, un leader bien connu du Ku Klux Klan qui avait d'abord été une disparition inquiétante, s'est transformée en enquête pour meurtre. La police avait des raisons de croire qu'il avait été tué à son domicile. Et devinez quoi ? L'une des caméras de mon ami avait une vue directe sur la porte d'entrée de la maison d'Ancona. Alors voilà que des agents locaux, des enquêteurs du comté et des officiers d'État débarquent chez lui pour récupérer les enregistrements. Problème, il n'avait jamais pris le temps d'apprendre à utiliser son NVR correctement. Il n'avait aucune idée de comment exporter les données. C'est donc moi, ironie du sort, qui ai fini par extraire les preuves vidéo directement de son système. Et oui, la vidéo montrait des éléments clés. Des détails que la police a utilisés pour démonter les fausses déclarations faites par les personnes impliquées dans le meurtre. Mon ami avait bel et bien capté un meurtre. 1 heure plus tard, on s'est retrouvé à la caserne de pompiers,
on est tous les deux pompiers volontaires, à attendre que sa maison soit à nouveau accessible, puisque toute la rue était bouclée par les forces de l'ordre. Il était dehors, en train de discuter avec les enquêteurs, et moi j'étais assis avec sa femme à l'intérieur. Elle s'est tournée vers moi, les bras croisés, un air de résignation dans la voix, et m'a dit « Je pourrai plus jamais gagner un seul argument. Je lui ai juré qu'il ne capterait jamais un meurtre ici. Et maintenant, me voilà, coincé à attendre de pouvoir rentrer chez moi, pendant qu'il va passer le reste de notre vie à se vanter d'avoir eu raison. » Elle n'avait pas tort. Il en parle encore. Mais maintenant, avec un ton un peu plus grave. Parce que parfois, les blagues qu'on fait deviennent vraies. Et elles laissent des traces. Je n'ai malheureusement pas d'enregistrement à montrer, car je n'ai pas accès direct aux caméras, mais ce qui s'est passé au travail il y a quelques jours continue de me trotter dans la tête. J'étais au comptoir quand un petit groupe de jeunes est entré dans le magasin. 3 ou 4 gamins, à vue d'œil. Sans dire un mot, ils ont directement monté l'escalier vers la salle à l'étage, celle où les clients peuvent s'installer pour manger. Sauf qu'ils n'ont rien commandé. L'un des managers m'a demandé de jeter un œil aux caméras, juste pour voir s'ils ne faisaient pas n'importe quoi là-haut. Je rembobine un peu, je regarde, et je les vois. Ils traînent des chaises, comme s'ils les déplaçaient volontairement vers la cage d'escalier, mais sans s'asseoir. Le son de la vidéo n'était pas activé, mais on voyait clairement qu'ils s'agitaient. Je me suis levé aussitôt, 5 secondes à peine, et je suis allé prévenir la manager. Elle est montée directement pour leur dire de commander quelque chose ou de partir. Mais quand elle est redescendue, son visage était bizarre. Pas effrayé, mais confus. Elle m'a dit qu'il n'y avait personne là-haut. Elle avait vérifié les toilettes. Les fenêtres étaient bien verrouillées. L'escalier craque quand quelqu'un descend, et nous étions juste en dessous, on n'a rien entendu. Ils n'avaient aucune issue. Et pourtant, ils avaient disparu. Pas de traces. Pas un bruit. Comme s'ils n'avaient jamais été là. J'ai revérifié la caméra. Les images montraient clairement qu'ils étaient montés. Mais aucune trace d'eux redescendant. La séquence coupe à un moment, comme si une fraction de la vidéo avait sauté, et la salle est vide. J'avais installé une caméra de surveillance dans mon terrain, un jour, après avoir remarqué que certaines de mes brebis disparaissaient sans explication. Mon voisin, que je connais bien, a l'habitude de traverser ma propriété de temps en temps. Je ne lui en ai jamais voulu, le coin est magnifique, et comme je n'ai pas de clôture au fond du terrain, ça ne me dérangeait pas. Mais avec les disparitions répétées de mes moutons, je me suis dit qu'il valait mieux vérifier ce qui se passait réellement. J'ai donc posé une caméra discrète dans un coin stratégique. En consultant les images, j'ai d'abord vu mon voisin passer tranquillement, les mains dans les poches, comme à son habitude. Puis, une trentaine de secondes plus tard, un puma est apparu dans le cadre. Il suivait exactement le même chemin, tête basse, silencieux, les yeux rivés vers l'avant. Il était clairement en mode chasse. Et il suivait les traces de mon voisin, à quelques dizaines de mètres derrière lui. La bête ne l'a jamais attaqué. Mon voisin est rentré chez lui sain et sauf, sans jamais se douter de quoi que ce soit. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu un frisson. Ce genre de danger, invisible, silencieux, si proche, ça fait réfléchir. Je lui ai montré les images plus tard. Il est resté muet quelques secondes. Puis il a ri, un peu nerveusement. Depuis ce jour, il prend un autre chemin. Et moi, je regarde mes caméras un peu plus souvent. Je gardais une maison pendant l'absence de ses propriétaires, une immense bâtisse, un peu trop grande pour une seule personne. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à ressentir un malaise étrange. Ce n'était pas vraiment de la peur, plutôt l'impression que je n'étais pas seul. Comme si quelque chose ou quelqu'un circulait dans la maison quand je ne regardais pas. Pour me rassurer, j'ai installé une caméra de surveillance Canary juste à l'entrée de ma chambre. L'idée était simple, s'il y avait le moindre mouvement suspect, je le verrais.
Et puis, une nuit, mon téléphone a vibré. Une alerte de la caméra. Quelque chose avait déclenché le capteur de mouvement. Je l'ai ouverte, un peu endormie, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La caméra, que j'avais orientée vers la porte de ma chambre, avait été déplacée. Quelqu'un l'avait approchée par derrière, lentement, et l'avait tournée vers un mur vide, jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Puis, quelques minutes plus tard, la caméra s'est remise en mouvement. Elle a été replacée exactement dans la position d'origine, comme si rien ne s'était passé. Je n'ai rien entendu cette nuit-là. Pas de pas, pas de porte, pas de voix. Le lendemain matin, j'ai fouillé toute la maison. Pièce par pièce. J'ai vérifié les fenêtres, les portes, même les placards. Je n'ai rien trouvé. Pas de traces d'intrusion, pas d'objet déplacé. Juste ce silence pesant. Comme si la maison elle-même refusait de révéler ce qui s'était passé. Je n'ai rien dit au propriétaire. Mais à partir de cette nuit-là, j'ai dormi avec la porte verrouillée. Et la caméra? Je l'ai déplacée à l'intérieur de ma chambre. Juste au cas où. J'ai encore l'enregistrement, quelque part dans mon téléphone. Je n'ai jamais eu le courage de le revoir jusqu'au bout. J'ai travaillé pendant un certain temps dans une prison de haute sécurité. Un soir, j'étais affecté au poste de contrôle central, là où se trouvent tous les écrans des caméras de surveillance. Vers 2 heures du matin, alors que tout était silencieux, mon regard est tombé sur l'écran d'une caméra pointée vers la salle de classification. C'est une pièce administrative, rarement utilisée la nuit. Et là, en plein centre de l'écran, un détenu était assis, seul, immobile. C'était immédiatement suspect. À cette heure-là, personne n'est censé se trouver là. La pièce est verrouillée à double tour dès la fin de la journée. Tous ceux qui ont une clé partent à 17 heures. Il n'y avait aucune raison pour qu'un prisonnier s'y trouve. Et pourtant, il était là, assis sur une chaise, les mains croisées sur les genoux, regardant droit devant lui. J'ai tout de suite alerté le sergent de garde. Je lui ai montré l'image et lui ai remis une clé de secours. Lui et 2 autres agents sont partis en courant vers la salle pendant que je gardais un œil sur l'écran. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte sur rien. La pièce était vide. Complètement. Ils ont fouillé chaque coin. Ils ont vérifié sous les meubles, inspecté la porte de service, même les conduits d'aération. Rien. Pas de traces de passage, aucun enregistrement de badge, aucune erreur de verrouillage. Et bien sûr, aucune image du prisonnier sortant de la pièce. Juste plus personne. Ils ont cherché pendant 15 minutes, mais à la fin, il a fallu admettre ce qu'on ne voulait pas dire à voix haute, la pièce était vide quand ils sont arrivés, alors que moi, je l'avais vu, je l'avais regardé, à l'écran, quelques secondes plus tôt. Je travaille dans la sécurité. En semaine, je suis assigné au parking, mais les week-ends, je suis seul à l'accueil, derrière le bureau. Il y a un samedi que je n'oublierai jamais. C'était mon 2e week-end seulement à ce poste. Je surveillais les caméras tranquillement quand un type s'est présenté à la porte latérale du bâtiment. Rien de particulier à première vue, il s'est approché, a jeté un œil à l'intérieur. Mais alors que j'allais activer le haut-parleur pour lui dire qu'il était sur une propriété privée, il a levé la tête et a regardé droit dans la caméra. Et il a fixé l'objectif. Il n'a pas bougé, pas scié. Il est resté comme ça pendant ce qui m'a semblé une minute entière. Pas agressif, pas menaçant. Juste, présent. Trop présent. Quand j'ai enlevé ma main du bouton, comme par réflexe, il a tourné les talons et s'est mis à partir calmement. J'ai bondi de ma chaise, j'ai couru jusqu'à la porte latérale pour voir où il allait. Mais il n'y avait personne. Plus rien. Et le seul chemin qu'il aurait pu emprunter menait à un mur. Un mur plein, sans issue, sans recoin. Il n'avait tout simplement nulle part où aller. Et pourtant, il avait disparu.
J'ai monté moi-même les images issues des caméras de sécurité situées à l'extérieur du Pulse, avant, pendant et après la fusillade. Il y avait, comme on peut l'imaginer, énormément de choses tristes, brutales, profondément dérangeantes. Mais une scène en particulier m'a marqué, pas à cause de sa violence, mais à cause de ce qu'elle semblait défier. À un moment donné, sur une des caméras, un homme blessé apparaît dans le champ. Il titube, le bras levé en appelant à l'aide. Quelques secondes plus tard, des policiers se précipitent et le portent en sécurité. Ce qui m'a troublé, c'est ce qui s'est passé quand j'ai voulu revoir la scène. J'ai rembobiné plusieurs fois, cherché chaque seconde avant sa première apparition. Et à chaque fois, c'était la même chose, une image vide, puis, il est là. Il ne rampe pas jusqu'à cet endroit. Il ne sort pas de l'ombre. Il n'arrive d'aucune direction visible. Il est simplement là, blessé, vivant, agitant les bras. J'ai essayé toutes les caméras, tous les angles. Rien ne montre comment il est arrivé là. Il semblait s'en être sorti. Les policiers l'ont pris en charge, et il bougeait encore. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette image. Comme si, au milieu de tout ce chaos, quelque chose, ou quelqu'un, l'avait mis là, juste à temps pour qu'on le sauve. Je vois des choses complètement folles tout le temps, mais l'un des trucs les plus étranges, et franchement les plus déroutants, que j'ai vu reste cette histoire de jouets. C'était une journée normale, et j'étais en train de surveiller les caméras comme d'habitude quand, sur l'écran d'une allée, j'ai vu une file de petits jouets se déplacer tout seul. C'était une sorte de canard en plastique qui tirait plusieurs petits canetons derrière lui, comme un jouet pour bébé. Le plus bizarre, c'est qu'il n'y avait personne autour. Pas d'enfants, pas de clients, pas de personnel. Juste cette file de jouets qui glissait doucement au milieu de l'allée, dans un silence parfait. Évidemment, ma curiosité a pris le dessus. J'ai zoomé sur l'image pour voir ce qu'il se passait, et j'ai éclaté de rire. Ce n'étaient pas des jouets. C'étaient de vrais canards. Une maman cane, suivie par sa ribambelle de petits, marchant fièrement entre les rayons comme si elle faisait ses courses. Ils étaient entrés je ne sais comment, et ils se promenaient là comme chez eux. Ce qui m'avait semblé être un phénomène paranormal s'est révélé être un défilé naturel. Mais je dois dire que pendant les quelques secondes où je pensais voir des jouets possédés avancer tout seuls, j'ai vraiment cru que j'allais devoir appeler quelqu'un pour bénir le magasin. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de sécurité pour une maison de retraite. Rien de bien glorieux, mais les nuits étaient longues, silencieuses, et parfois, étranges. Je me souviens surtout de ce que je voyais souvent près du quai de chargement à l'arrière du bâtiment. De petites orbes lumineuses, en forme de croissant, flottaient doucement dans l'air. Elles apparaissaient sans bruit, glissant lentement dans l'ombre. La première fois, j'ai cru que c'était le faisceau d'une lampe torche, que quelqu'un s'amusait à faire le tour du bâtiment pour plaisanter ou pour m'effrayer. J'ai sauté de ma chaise, j'ai ouvert la porte arrière à toute vitesse, prêt à surprendre l'auteur, mais il n'y avait rien. Juste le noir complet. Aucun son, aucun mouvement, pas même un souffle de vent. J'ai vu ces lumières à plusieurs reprises par la suite. Toujours sur le quai. Toujours seul. Et jamais rien ni personne autour. La seule explication qui m'a un peu rassuré, c'est que ça avait peut-être un lien avec le panneau électrique qui se trouvait dans cette partie du bâtiment. Un effet causé par les unités de climatisation quand elles se mettaient en marche. Je ne suis pas électricien, mais ça m'a suffi pour dormir un peu plus tranquille. Mais il y avait autre chose, dans cette même période. Un matin, une infirmière a trouvé un chat devant l'entrée du service médical. Il était étendu sur le trottoir, parfaitement allongé, et complètement vidé de ses os. Il ne restait que les pattes, la tête, et un amas de peau comme soigneusement aplati. Pas de traces de lutte, pas de sang. Juste ce corps étrange, figé là comme une offrande. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Un animal sauvage? Une personne dérangée? Rien n'a été trouvé sur les caméras.
Mais pendant les nuits où les orbes apparaissaient, j'évitais de sortir fumer à l'arrière. Je restais dans la lumière du couloir, les yeux sur les écrans, en me demandant si j'avais vraiment besoin de ce petit boulot. Parce que certains endroits, surtout ceux remplis de silence et de fin de vie, gardent des choses pour eux. Je travaillais à temps partiel en tant qu'agent de surveillance dans une galerie d'art. Ce jour-là, j'étais dans un état lamentable, fièvre carabinée, sueur froide, une poubelle à portée de main. Mais je suis quand même venu. Je bossais sous contrat, avec un quota d'heures à remplir, sinon je devais rattraper ça ailleurs, et vu que j'étais dispo uniquement les week-ends, où la galerie était fermée, c'était quasiment mission impossible. Donc me voilà, trempé de sueur, les yeux collés à une rangée d'écrans de surveillance, quand tout à coup, je vois un truc bizarre dans la galerie du bas. Une masse noire, gluante, en train de ramper lentement sur le sol en briques. Elle avançait comme un liquide épais, puis a commencé à grimper le long du mur, avant de s'étaler au plafond dans un cercle parfait. Et là, la chose s'est redressée. Elle a pris la forme d'un genre de silhouette tordue, démesurée, avec des bras interminables et sans yeux. Un pur cauchemar. Et ce truc s'est tourné vers la caméra, ou du moins il a levé la tête dans sa direction, avant de fondre à nouveau sur le sol et de filer droit dans le couloir. Le couloir qui menait directement à mon bureau. J'ai hurlé comme jamais de ma vie. Puis j'ai vomi dans la poubelle. Et non, cette chose n'existait pas vraiment. J'étais juste bien plus malade que je ne le pensais. Une bonne vieille hallucination fébrile venue tout droit de l'enfer. Mon cerveau m'a envoyé un avertissement version film d'horreur. Ma patronne, inquiète de ne plus m'entendre, est venue voir si j'étais encore vivant. Elle m'a renvoyé chez moi aussitôt. Le plus fou, c'est que je me sers encore aujourd'hui de cette silhouette démente dans mes créations artistiques. Elle est devenue une sorte de motif récurrent. L'ombre longue, sans visage, née de la fièvre et du béton froid d'une galerie vide. Comme quoi, même les pires hallucinations peuvent finir encadrées sur un mur. Je sortais avec une femme qui avait 2 enfants, âgés de 2 et 4 ans. De temps en temps, ils venaient se glisser dans notre lit au milieu de la nuit, sans prévenir. C'était devenu presque une habitude. Un soir, vers 2 heures du matin, j'entends des petits pas dans le couloir. Je me dis, ok, elle veut juste venir dormir avec nous. Leur mère avait une salle de bain attenante à la chambre, donc l'agencement était simple, la porte du couloir au pied droit du lit, et la salle de bain au pied gauche. J'entends les pas traverser la pièce, dans l'obscurité totale. Pas un mot. Juste les pas, puis la porte de la salle de bain s'ouvre doucement. Et là, dans le noir, l'enfant se met à rire. Un petit rire doux, saccadé, presque mécanique. Elle reste là, debout, dans l'obscurité complète, à rire seule pendant une quinzaine de secondes. Rien d'autre. Ni mouvement, ni lumière. Juste ce rire au milieu de la nuit. Mon ex finit par se lever pour aller s'occuper de sa fille, qui faisait visiblement une crise de somnambulisme, et moi, je suis resté allongé, les yeux grands ouverts, à fixer le plafond. Je n'ai pas dormi une seconde de plus cette nuit-là. Et ce n'était pas un incident isolé. Il m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller en pleine nuit avec cette sensation d'être observé. Et là, debout au pied du lit, dans l'ombre, les 2 enfants. Immobiles. Silencieux. En train de me fixer. Parfois ils voulaient juste dormir avec nous. Mais d'autres fois, ils restaient là un long moment avant de bouger. Comme si, ils attendaient quelque chose. Je n'ai jamais eu peur des enfants. Mais ceux-là, dans le noir, sans un bruit, avec leurs grands yeux brillants. Je te jure, j'ai eu plus d'une fois l'impression d'être dans un film d'horreur domestique. Je travaillais dans un motel, et une nuit, l'employé de garde est venu me dire qu'à 1 heure du matin, elle avait remarqué qu'une des portes de chambre était grande ouverte. Pas entr'ouverte. Ouverte en grand, donnant sur le couloir désert. Elle est allée vérifier, un peu inquiète,
et a trouvé la cliente profondément endormie. Elle l'a réveillée doucement et lui a demandé si elle avait laissé la porte ouverte intentionnellement. Bien sûr que non. La cliente était complètement paniquée en apprenant ça. On a dû aller revoir les images des caméras de surveillance. Et ce qu'on a vu n'a pas vraiment aidé à la rassurer. Sur la vidéo, on voit clairement la porte s'ouvrir. Lentement. Sans coup de vent soudain, sans à-coup. Elle s'ouvre toute seule, presque avec une certaine hésitation. Et personne autour. Pas de clients qui passent, pas de personnel, rien. Juste le silence du couloir et cette porte qui s'ouvre toute seule au milieu de la nuit. Mon hypothèse, la plus rationnelle, c'est qu'elle ne l'avait pas bien fermée et qu'un courant d'air l'a poussée. C'est plausible. Mais ça n'enlève rien à l'ambiance étrange de la scène. Sur l'écran, ça avait quelque chose d'irréel. Comme une scène de film où tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu ne peux rien y faire. Par curiosité, j'ai vérifié l'historique des réservations avec son nom de famille. Et j'ai trouvé quelque chose d'un peu perturbant, une seule autre personne portant ce même nom avait séjourné dans notre motel. C'était 6 ans plus tôt. Dans la même chambre. Est-ce une coïncidence? Très probablement. Mais depuis, chaque fois qu'une porte claque toute seule dans le bâtiment, j'y pense. Un voisin passait devant chez nous, comme il le faisait chaque jour. Rien d'inhabituel, il faisait partie du décor, presque. Mais un matin, alors qu'une équipe était sur place pour installer les caméras de vidéosurveillance, fourgonnette marquée, technicien en train de poser les câbles, tout le tralala, il s'est arrêté en plein milieu du trottoir. Il a levé la tête, et il a observé. Je me suis dit que c'était normal. Curiosité de voisinage, voir le type de caméra, comment elles sont câblées, ce qu'elles peuvent surveiller. Bref, ce que n'importe qui ferait en passant. Mais le lendemain, il est repassé, comme d'habitude. Et cette fois, il s'est arrêté à nouveau. Sauf qu'il n'a pas juste regardé quelques secondes. Il est resté là. Debout. Immobile. Les mains dans les poches. Les yeux fixés sur une seule caméra. 14 minutes. Je le sais, parce que j'ai fini par vérifier les images. Il n'a pas regardé autour. Il n'a pas bougé. Il n'a pas sorti son téléphone. Il n'a même pas changé de posture. Juste, figé, face à l'objectif. Comme s'il attendait que quelque chose lui réponde. Ou qu'il voulait être sûr que la caméra le regarde, lui aussi. Puis il est reparti, aussi tranquillement qu'il était venu. Depuis, il continue ses promenades quotidiennes. Et il ne s'arrête plus. Mais chaque fois qu'il passe devant la caméra, il la regarde. Juste une seconde ou deux. Et ça suffit à me mettre mal à l'aise. Parce que maintenant, ce n'est plus un simple passant. Il sait que la caméra est là. Et il veut qu'elle le voie. Un jour, dans ma ville, un vieil homme a disparu. Il a été retrouvé mort quelques jours plus tard, dans un lac situé à la périphérie de la ville. Les circonstances de sa mort ont rapidement suscité des interrogations, surtout après la découverte d'un enregistrement de vidéosurveillance datant de la nuit de sa disparition. Sur la vidéo, on voit l'homme marcher seul dans une rue déserte, peu avant minuit. Il avance lentement, légèrement voûté, comme s'il était inquiet ou perdu. Mais ce n'est pas ça qui a marqué ceux qui ont vu les images. Derrière lui, à bonne distance, une ombre noire semble le suivre. Elle ne ressemble à rien de vraiment humain. Elle n'a ni bras, ni jambes visibles. Sa forme est mouvante, instable, presque liquide. Et elle mesure au moins 3 mètres de haut. Aucun visage, aucun trait reconnaissable, juste une masse noire, dressée, comme si elle absorbait la lumière autour d'elle. L'homme ne semble pas la voir. Il continue de marcher, tournant parfois la tête, mais jamais dans la bonne direction. L'ombre, elle, reste à la même distance, glissant sans bruit, sans mouvement apparent. Sur les 2 minutes de vidéo, elle ne fait que suivre. Puis, à un angle de rue,
le vieil homme sort du champ de la caméra. L'ombre le suit. Et c'est tout. On ne les revoit plus. Son corps a été retrouvé 2 jours plus tard, dans le lac. Pas de blessure visible. Pas de signe de lutte. Les médecins ont conclu à une mort par noyade, mais personne n'a compris comment il avait pu parcourir autant de distance à pied, seul, en pleine nuit, dans le froid. La vidéo a fuité brièvement sur Internet, mais elle a été retirée rapidement. Depuis, certains habitants parlent de cette chose comme « l'ombre du lac ». Une entité qui suivrait les âmes errantes, celles qui ont perdu leur chemin ou leur volonté de vivre. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un effet d'optique, un artefact de la caméra. Mais quand on voit l'enregistrement, on comprend vite une chose, ce n'était pas une erreur et ce n'était pas humain. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.